On attaque? Yes. Alors, aujourd'hui, on va parler de Asura. Quick, très très rapidement, je m'appelle Alex, je suis développeur indépendant et plutôt full stack pour les gens qui aiment bien les termes un peu techniques. Après, j'aime bien l'idée plutôt de créateur de solutions, quoi. Explique-moi ton problème et en fait, on va trouver une solution. Et souvent, ça va passer par une solution tech, évidemment. Et à titre perso aussi, je viens animer avec mon collègue Patrick, qui n'est pas là ce soir, mais un podcast qui s'appelle Double Slash, qui a pour vocation en fait de découvrir, discuter et d'échanger sur des technos plutôt web, mais très large. Alors, Asura, c'est quoi? Est-ce que déjà il y a des gens qui connaissent Asura? Qui ont déjà vu à peu près ce que c'était? Ok. Alors, GraphQL Engine, c'est le terme qui est utilisé pour définir Asura. Ouais, c'est bien, mais un GraphQL Engine, en fait, c'est quoi? C'est un peu mystique. Et donc, pour bien comprendre en fait ce que c'est Asura et en quoi c'est vraiment intéressant, c'est basé sur une grosse brique qui est le GraphQL. Et donc, je vais pas refaire le talk que j'ai déjà fait en 2019 au GDG sur qu'est-ce que c'est GraphQL. Je ne vais pas le faire en long, je vais le faire en version hyper courte. Mais c'est vraiment important de comprendre les bases de GraphQL pour comprendre en quoi Asura est vraiment un outil super puissant. Autre question du coup, qui connaît GraphQL? Ok. Et qui utilise GraphQL? Un petit peu. Normalement, pour moi, utiliser, c'est j'ai un truc en prod avec GraphQL. Ça, c'est utiliser. Sinon, le reste, bah, ouais, je teste, je fais des POC, je joue avec. Mais l'utilisation, pour moi, c'est en prod. C'est ma vision, c'est ma définition. Alors, super courte définition de GraphQL. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été sorti, incubé en fait chez Facebook. C'est sorti en open source. Ils l'ont sorti en 2015. Ils l'ont outsourcé. Maintenant, c'est totalement indépendant. En fait, ça vient répondre à un besoin d'échanger des données entre un client et un serveur. Tout le monde connaît les API REST, la plupart. Et donc, en fait, là, c'est une autre manière de faire. GraphQL, Graph Query Language. En clair, ça va être non pas du push data, c'est-à-dire mon API qui pousse de la donnée structurée comme le back-end a décidé. Ça va être le client qui va dire « moi j'ai besoin de ça, comme ça, je veux le renommer comme ça ». Et c'est vraiment le client qui va demander les infos qu'il a besoin et non pas le back qui va lui pousser de la donnée. Pour répondre à ce problème-là, en fait, dans les API, il y a souvent en fait, ce qu'on appelle de l'overfetching ou de l'underfetching. L'overfetching, c'est-à-dire, moi, je veux juste uniquement récupérer j'ai un blog, donc j'ai des articles, j'ai besoin que du titre. Ben, en fait, mon endpoint, il me donne les titres, l'ID, la description et tout le contenu. Donc, pour avoir uniquement mon titre, je vais être obligé de requêter toutes les données. Ok. Donc là, c'est de l'overfetching, je viens récupérer beaucoup trop de données. De l'autre côté, je vais avoir de l'underfetching, c'est-à-dire, ah mais en fait, moi j'aurais besoin d'un article, des articles avec aussi l'auteur et le nom de l'auteur. Ah mais ça, je ne l'ai pas. Bon, ben c'est pas grave, tu fais une autre requête parce qu'il y a un autre endpoint avec ça, avec le auteur. Il n'y a que les auteurs. Ah ouais, mais moi, il me faut l'auteur et l'article. Ah, mais c'est pas grave, je vais refaire un autre endpoint. Et c'est là, en fait, où on arrive où il y a de plus en plus de routes qui s'empilent. Du coup, ça amène plein de problèmes de maintenance parce qu'il y a beaucoup de routes à maintenir. Et pour les faire évoluer, c'est d'autant plus compliqué parce que
une fois que mon client il a commencé à consommer mon API, bah, si je veux bouger un petit peu la structure, c'est pas possible, je vais péter des choses. Et ça, mes clients, ils veulent pas que mes clients clients ou mes clients qui consomment mon API. Donc, ça va amener des problèmes sur le versionning. Un autre problème qu'on a aussi avec les API REST, ça va être la doc qui va être obligée. Alors même si aujourd'hui il y a des outils qui permettent de faire de la doc automatique, en fait avec GraphQL, la doc va se générer automatiquement. Ce qui fait que l'onboarding d'un nouveau développeur au sein de l'équipe ou la mise en production d'une API pour des gens qui veulent consommer l'API, elle est automatiquement faite. Je regarde tous les champs que je peux requêter et c'est moi qui choisis en tant que dev front, c'est moi qui choisis comment je vais récupérer ces données-là. C'est un langage qui est fortement typé. C'est plutôt bien parce qu'entre le client et le serveur, tout ce qui est au milieu est typé. Ce qui fait que tout ce qui rentre d'un côté et ce qui sort de l'autre côté va être typé, structuré de la bonne manière. Donc tu peux pas, on me fait pas le coup du oui, en fait ça c'est une string, mais en fait c'est un number parce qu'il faut que tu le… Non, ça marche pas. Et ce qui est super bien, c'est que c'est à la demande. C'est le client qui choisit. C'était la petite parenthèse GraphQL qui me semble hyper importante de déterminer avant de parler de Hasura. Un autre point aussi, c'est qu'en GraphQL, il n'y a qu'un seul endpoint. Tout se fait sur un seul endpoint. Du coup, les get, les posts, tout ça, on va retrouver la même chose avec les queries ou les mutations. C'est des termes qu'on va voir un poil plus tard. Une fois que tu as dit ça, Alex, c'est cool, mais du coup, Hasura, c'est quoi? On va définir Hasura en 3 grosses parties qui sont l'ORM, Object Relation Manager, c'est l'outil qui va nous permettre d'aller requêter la base de données. Un serveur et un API Gateway. Donc là, si ça commence à transpirer un peu, on va les prendre un par un et on va regarder en fait ce que c'est en détail. En clair, sur l'ORM, je vais brancher sur Hasura, je vais brancher une DB, quelle qu'elle soit, Postgre, BigQuery, Aurora chez Amazon ou MySQL Server. Ils vont bientôt ajouter MongoDB, Cassandra et d'autres qui vont venir. Et en fait, ça va analyser mes tables et ça va me donner automatiquement accès à ces tables-là. Ça va gérer la pool de connexion. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les pools de connexion, en fait, pour se connecter à une database, quand mon téléphone il tape la database, en fait, ce n'est pas mon téléphone qui va à la database. Il y a une espèce de truc au milieu qui va gérer les pools de connexion et ça peut vite être la merde à gérer. Et donc ça, c'est Hasura qui va le gérer pour moi. N+1, c'est tout le problème de quand je vais appeler des articles. Ces articles ont des auteurs, mais ont aussi des commentaires. Ces commentaires ont des auteurs, et ainsi de suite. Donc, je vais avoir plein de ressources qui sont imbriquées. Et si je veux faire une query, donc un requêtage qui est efficient et efficace, il va falloir que je sois assez bon en SQL pour faire des joins et des machins pour que ça soit hyper bien fait. Hasura va le faire pour moi. Et JIT, c'est l'abréviation de Just in Time. En fait, Hasura, c'est une brique qui est codée en Haskell, qui est un langage fonctionnel. Alors pour nous, utilisateurs de Hasura, c'est inodore, incolore. On n'a pas à toucher ça. Donc même si on ne gère pas du Haskell, c'est pas gênant en fait. C'est totalement transparent pour nous. Par contre, en fait, notre requête, quand on va la faire en GraphQL, elle va être recompilée à la volée et traduite en SQL classique. Ça, c'est pour la partie ORM. Sur la partie serveur, ça va nous faire notre API CRUD automatiquement. Le CRUD, Create, Read, Update, Delete.
avec une API GraphQL. Ou quand je vais demander de la donnée, ça s'appelle des queries, je vais demander les articles, mais tu me donnes que l'ID et la date de publication, et c'est tout. La requête va être optimisée. En clair, on ne va pas trimballer taquet de données qu'on ne va pas afficher. Le client, si demain le client évolue et a besoin de plus de données, il change sa requête et il n'a pas besoin d'appeler un dev back pour dire « Ouais, en fait, toi, endpoint, il faudrait que tu rajoutes ça, tout. Ok, je mets ça dans mon backlog et ça prend 20 ans à mettre en place. » Là, le client reprend le pouvoir. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais « client first ». Sur la méthode de requête, donc les queries, et on va faire la même chose pour les mutations. Et donc les mutations, c'est le create et l'update. C'est en fait, c'est l'équivalent un peu des posts où je vais injecter de la donnée. Ben, là, en fait, on va faire une mutation et on va avoir en fait des résolveurs. Alors les résolveurs, ils sont faits automatiquement pour nous. C'est l'équivalent dans un pattern MVC, modèle vue contrôleur, c'est l'équivalent du contrôleur. Il va falloir coder le contrôleur pour, OK, cette demande est connectée à cette table-là. Donc, il y a mon ORM qu'on a déjà vu. Et là, ça va automatiquement faire mon résolveur et qui va automatiquement optimiser toutes les requêtes. En clair, j'ai mon API qui est out of the box. Tu me donnes mon schéma de données. J'ai mon API qui est faite. On fera une démo tout à l'heure. Sauf que, très bien, j'ai mon API qui est faite. Par contre, peut-être que je ne veux pas spécialement exposer toutes mes données parce que exposer ma DB, c'est des informations que moi je stocke. Par contre, peut-être que les gens qui vont requêter ces données, ils n'ont pas besoin de savoir que moi, je stocke telle information pour mes calculs ou que sais-je. Donc, je vais pouvoir contrôler qui a accès à quoi. Et ce, aussi bien sur la table, donc la table, je ne sais pas, on va dire article, sur la colonne identification, par exemple sur la colonne date de publication, ou sur la ligne. En clair, j'ai une vision totalement croisée soit de la colonne, soit de la ligne, et avec un niveau de granulométrie hyper précis. Et ça, toutes les autorisations, c'est Asura qui va les faire pour moi, basé sur en fait, le JWT, donc le token de mon authentification. Quand mon client va se connecter, il est logué, il a des rôles particuliers, donc il est soit en public, soit il est manager, soit il est simple utilisateur, soit il est admin, et il va avoir des droits différents. Et ces droits-là, je vais pouvoir les paramétrer selon ce que moi j'ai choisi, directement depuis Asura. Et là, tu me dis, ouais, c'est cool, ça commence à être pas mal ton truc, mais à un moment donné, on a toujours de la business logic à mettre en place et une expertise métier. Du coup, moi, je dois par exemple processer une vidéo ou je dois faire des calculs de ma boule. Et donc, ça, ce n'est pas Asura qui va le faire. Qu'à cela ne tienne, on va pouvoir en fait déléguer toute la partie expertise métier à des serveurs externes. En clair, soit à des fonctions as a service, soit à un petit back-end à côté qui a pour mission de uniquement, par exemple, processer de la vidéo. Je dois encoder de la vidéo. Hop, tu lui donnes l'info. Lui, il gère, il fait ça et il renvoie l'information une fois que c'est fait. Et c'est là en fait où il y a deux dimensions sur Asura qui s'appellent des events et des triggers. Alors, des actions ou des events, pardon. Les events, un truc typique, c'est OK, quand il y a un nouvel utilisateur qui crée son compte sur mon application, je vais lui envoyer un mail. Un truc hyper basique. À l'insertion. Et donc là, je peux écrire à l'événement insertion dans la table user, tu envoies la nouvelle donnée, donc la nouvelle donnée qui a été la ligne, tu envoies sur tel endpoint. Un webhook classique. Et mon webhook, il dit « Ok, je prends l'email et je lui envoie un mail. Salut, bienvenue dans ta connexion. » Donc ça, c'est
une business logic qui a été déclenchée automatiquement sur un event de la base de données. Autre point, potentiellement, il peut y avoir d'autres types d'événements où on a besoin en fait de faire un calcul ou d'aller chercher de l'information qui n'est pas dans notre base de données, mais dans un service externe. Hashtag Stripe, par exemple, ou Stripe, c'est un très bon point. Je vais pouvoir, en fait, depuis Asura, coder un espèce de… Non, ce n'est pas un espèce, c'est un résolveur automatiquement qui va aller taper Stripe pour moi et il va me renvoyer l'information. En clair, mon client se connecte avec son téléphone. Ça va à Asura. Asura va sur Stripe et Stripe revient à Asura. Asura répond à mon client. Et ça, en fait, c'est des actions. Et donc, toutes ces actions, elles peuvent être sur un serveur d'un service ou mon serveur propre. Et c'est là où, en fait, on rentre dans la troisième dimension, c'est que Asura, en fait, devient un API Gateway. En clair, c'est le seul point d'entrée de l'utilisation de mes clients. Et tout est concentré sur Asura et c'est Asura qui va faire le chef d'orchestre en mode ça, c'est une demande de base de données. Du coup, ça va à cette base de données. Ça, c'est un événement. Du coup, OK, j'ai bien repris l'information, j'envoie ça sur le endpoint. Ou là, ça doit passer par un service tiers. Du coup, j'envoie le service tiers, j'attends la réponse, j'ai la réponse, je te resserre l'information. Sauf que ce qui est super bien, c'est que ça va faire ce qu'on appelle de la data fédération. C'est quoi ce terme un peu barbare? En clair, c'est de l'agrégation de données. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, il y a une DB. Mais Asura, tu peux brancher plusieurs bases de données. Tu peux brancher plusieurs API REST. Et tu vas les mettre derrière Asura. Et comme ça, mon client, il ne fait que taper Asura avec une API qui est documentée. Et toute la popote et le chef d'orchestre, en fait, c'est Asura qui va le gérer pour moi. Donc, si j'ai 2, 3, 4, 5 DB ou des services différents, tout va être agrégé. Et ce qui, moi, en fait, me permet de gérer un layer de sécurité un peu plus intéressant. Parce que je dois sécuriser qu'un seul point d'accès. Parce qu'après, entre Asura et mon web service, c'est moi qui fais ma connexion. Et il n'y a que Asura et mon web service. Donc, même si mon web service il est exposé au monde, je vais pouvoir lui passer des clés, des tokens, ce que vous voulez, pour sécuriser la connexion entre les deux. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de sécuriser tout un archipel de microservices. Ça, c'est les 3 points de Asura. Une petite démo, parce que là, pour l'instant, c'est très conceptuel, la conceptologie. Hop. 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 Ah, parfait. Du coup, je vous parlais tout à l'heure de GraphQL. Là, on va pouvoir requêter. Je ne sais même pas si mon produit, si ça va passer. Qu'importe. Là, j'ai mes queries. Donc, je vais faire une demande. Je vais récupérer les vidéos. Évidemment. Il y a possibilité de zoomer vite fait? Ouais, bien sûr, excuse-moi. Là, c'est mieux? Merci. Ouais, top. Là, en fait, dans mon admin, je vais avoir accès. Mais en fait, je ne vais pas faire ça. Je vais vous montrer vraiment ce que c'est Asura et je reviendrai après sur le test. Et là, vous voyez mieux ou pas? Vite fait? OK. Et là, en fait, j'ai toutes les méthodes qui me sont disponibles. Et donc là, j'ai des vidéos. Dans ces vidéos, je vais avoir besoin de l'ID et du name et du slug, mais je vais les ranger, les orders, par name, et
je vais le mettre en décroissant. Ma query, je vais l'appeler vidéo. On ne sait pas taper quand on est regardé, c'est un truc de fou. Et là, pour le coup, j'ai aucune vidéo à montrer, mais en tout cas, j'ai bien l'information qui est partie de Asura. À savoir que là, sur mon endpoint, en fait, je suis venu rajouter mon admin secret qui me fait correspondre à ce que je suis admin. Par contre, si j'enlève ça, j'ai plus du tout les mêmes infos. En clair, j'ai changé mes rôles, donc je n'ai pas accès aux mêmes informations. Et ce qu'on va faire, on va regarder ça tout de suite dans les sessions. Là, en fait, OK. Là, on va prendre la vidéo, par exemple. Là, c'est les 4 colonnes que j'ai. J'ai l'ID, le name, le slug, la vidéo URL et la description. Je veux rajouter un champ. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Date, une date. Hop. Une date avec un timestamp, avec la time zone, et il est nullable. Je fais save, et là, il est automatiquement intégré, ce qui fait que quand je retourne sur mon API, maintenant, alors je vais me mettre en admin, et ici, j'ai automatiquement accès à la date. Ce qui veut dire que dans ma documentation, dans Query, là, je vais vidéo. J'ai automatiquement la date et on voit que vidéo, on voit que la date, c'est bien un timestamp. Ça, c'est pour la version GUI, c'est-à-dire interface utilisateur graphique. C'est plutôt intéressant. Sauf que, ouais, non, mais nous, on est des vrais devs et en fait, on fait des migrations SQL, des up, des down et tout ça. Et donc, là, ton truc, c'est un peu pour les moldus, quoi. C'est des trucs pour interface graphique, tu vois. Moi, je suis un vrai dev, je veux faire de la CLI et machin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Asura, tout ce que tu fais en interface graphique si tu as bien coché les paramètres, hein, c'est toujours pareil, ça va automatiquement être interprété en up and down. Ce qui fait que toute ta base de données aura des fichiers de migration up and down quand tu renommes. Ce qui fait que le nouveau dev qui arrive sur le projet prend le projet en cours et ça passe. Je vous parlais des actions. C'est vraiment ce mécanisme-là. Asura traite le endpoint et vient enregistrer de la donnée s'il a besoin. Sur les events, ça va être la même chose. J'ai un système de cron. Par exemple, tous les jours, toutes les heures, toutes les machins, je peux déclencher un event où on va en créer un ensemble. Par exemple, sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le public, sur la table vidéo, à l'insertion, tu viens taper tel endpoint. Et c'est aussi simple que ça. Après, ils ont des trucs qui sont plutôt pas mal, où en fait, ils viennent nous mettre des petits exemples pour nous aider, nous, petits développeurs. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Et je vais vous montrer les permissions, ce que je vous expliquais. Donc là, je peux insérer, bien sûr, je peux insérer des données. Je peux naviguer dans mes données. Je vais pouvoir créer des relations classiques, ce qu'on peut faire sur une DB. Et là, en fait, je vais gérer mon layer de permission, donc de autorisation. Et là, en fait, en tant que user, tu peux appeler, on va le custom, sans aucune restriction. Et moi, je vais dire si l'ID correspond est équivalent au user ID. En clair, tu ne peux modifier que toi. Et donc, on a un système comme ça. Alors au départ, c'est un peu barbare, mais après, en fait, on s'y fait super vite et c'est très, très, très efficace. Pour info,
il y avait des vidéos qui étaient accessibles. Il y a 3 vidéos qui sont déclarées en public qui sont disponibles. Les autres ne sont disponibles que si un abonnement est payant. Un abonnement se termine que à la fin, au bout de 6 mois. Mais s'il a pris ce produit-là, on lui donne quand même accès aux vidéos. Quand la cliente m'a dit ça, je fais « Waouh, ça va être super chaud !» Et puis en fait, avec ça, bah, ça passe crème. Et la cliente fait « Ouais, bien, ouais, nickel. » Mais au final, ça passe. Un autre système de remote schéma, ce que je vous expliquais, c'était le système d'API Gateway. En fait, si moi j'ai déjà un service GraphQL, ou par exemple GitHub a une API GraphQL. Donc moi, dans mon client téléphone, je ne vais pas coder un truc pour Asura et un truc pour GitHub. Non, je vais mettre GitHub là derrière et mon client, il va taper Asura, Asura va taper GitHub, GitHub renvoie et ainsi de suite. Donc c'est à ce moment-là où je vais en fait, ajouter mon schéma GraphQL avec toutes les autorisations qui vont bien. Yes? Alors ça, j'ai commencé à en parler un petit peu. C'est évidemment, on a une CLI qui nous permet en fait de faire les choses plutôt bien. Parce qu'on est des vrais devs et il faut qu'on soit dans le terminal, sinon c'est pas bien, tu vois. Et par contre, je vous rassure quand même, la version interface graphique au départ, elle nous aide vraiment à comprendre le système. En fait, c'est toujours la même chose. On commence par l'interface graphique et puis à la fin, on est plus rapide avec la CLI. Mais au départ, pour comprendre ce que tu fais, c'est vachement mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces données de Asura, en fait, elles vont être stockées. Toute la configuration, elle va être exportée dans des métadatas. Et ces métadatas, on va pouvoir les porter d'un projet à l'autre. Ou si on fait des migrations, des choses comme ça, c'est vraiment c'est mon setup, quoi. Tu vois, c'est mon fichier de config, on va dire. Par contre, ces métadatas n'ont rien à voir avec la DB. La DB va avoir son propre cycle de vie avec ses migrations. C'est la DB et il y a Asura, le service. Et donc, on va exporter les données en JSON et toute la configuration des events, ce que je vous ai montré, tout ça, on le voit aussi en mode fichier. Donc, au départ, on le fait à la main et après, on prend les fichiers et ça va beaucoup plus vite. Je vous ai déjà expliqué le système de migration SQL qui nous permet en fait d'avoir une rétrocompatibilité et surtout une portabilité. Parce que cette brique en fait de Asura, on va pouvoir la versionner et donc la partager entre différents développeurs qui bossent tous les deux sur le même projet. Par contre, lui, il va faire une branche, il va versionner du code et ce code en fait sera déployé au moment opportun. Pardon. Ok, c'est une brique classique. Je pense que beaucoup de gens sont familiarisés avec Docker ou Kubernetes. En fait, on va déployer ça comme un microservice classique, quoi. Ça vient s'intercaler. Alors, ça amène d'autres complexités qu'on va voir plus tard. C'est un service qu'on va soit héberger nous-mêmes en version community. Pour le coup, c'est une brique open source, c'est vraiment important. Par contre, ils vont donner accès à un service cloud qui, selon la taille et le scope du projet, en fait, peut être intéressant. Je pense surtout à une équipe où il y a peu de développeurs qui vont entretenir le projet, où il y a peu de DevOps qui vont gérer toute l'infra. Là, je mets la carte bleue. Et mon Asura, il tourne H24 et c'est pas moi qui gère s'il y a des downs, s'il y a des machins. Là, il est toujours à jour, plus simple. Et ils ont une autre version qui est mode Enterprise où là, ils vont ils ont des systèmes de monitoring, d'alerte, des choses un petit peu plus techniques et précis pour des clients qui ont des besoins particuliers. Du coup, Asura, c'est pour qui ? Parce que là, c'est un peu le truc un peu miracle, quoi. Ça a l'air pas mal.
mine de rien, au départ, quand on voit ça, on se dit ouais, c'est bon, moi je suis dev front, je fais mon bac en 2-2, clic, 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 j'ai mon bac et c'est cool. Et au final, en fait, on se rend compte vite si on n'a pas quand même des bonnes bases en SQL, bah, ça va un peu pêcher. Mais c'est une opportunité pour monter en compétence sur SQL et de découvrir les fonctions SQL. Parce qu'on peut faire plein de choses avec des fonctions SQL. Au lieu de faire des calculs dans le serveur où en fait la donnée, on l'a, on va l'envoyer à notre backend en Go, en JavaScript, en whatever, pour renvoyer de l'information à la DB. Bah, en fait, il existe des fonctions SQL natives qui sont en capacité de faire la même chose. Hashtag Postgre, la dernière version, elle est plutôt pas mal. Et donc, elle permet en fait de faire des calculs comme ça. Et dans Asura, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des champs calculés. L'exemple typique, tout le monde connaît first name, last name. Bah, je vais calculer un champ full name automatiquement. Sauf que ce champ-là, au lieu de le calculer dans mon appli à la fin pour le dev front, il a l'habitude de faire ça, il fait de la concaténation, tout, c'est cool. C'est cool. En fait, on va le faire directement depuis la DB et ça sera bien plus efficient. Un autre problème qu'on a aussi, mine de rien, c'est qu'on rajoute un service. Et donc, en termes d'architecture, on vient complexifier un petit peu la chose, quoi. Soit on vient solutionner. Moi, je pense qu'on vient solutionner. Par contre, il faut quand même avoir une vision globale de dire, OK, c'est lui le chef d'orchestre, ça va aller à telle info, ça va aller à telle info. Il faut attendre le retour. Donc, il faut comprendre en fait ce système d'architecture pour vraiment trouver tout le bénéfice et la puissance de l'outil. Et donc, ouais, full stack parce qu'il faut mettre un buzzword, tu vois, full stack, c'est bien. Et rappelez-vous que front is the new back. Oula. Bien sûr, bien sûr. Clairement, est-ce que c'est la solution ultime? Moi, je ne pense pas. Au départ, je pensais. Par contre, il reste des briques qu'on n'a pas évoquées, qu'on n'a pas parlé. Qui gère l'authentification? En clair, je passe mon login et mon password ou demain, mon wallet crypto, machin, je récupère mon token, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qui gère l'authentification? Il existe des services qui font ça et qui font que ça, et ils font ça plutôt bien. Je pense à Google, Firebase, Amazon, WIAM, Auth0, Okta, ou il y en a plein d'autres, où eux, ils ne font qu'une seule chose, c'est gérer le token. En clair, qui je suis, quels sont mes droits. Alors évidemment, ce service va être connecté à Asura pour connaître les droits, mais en tout cas, cette brique-là, elle n'est pas native dans Asura. Donc, il faut la gérer. Comment on la gère? Par un autre microservice. Comment on articule tout ça? Un autre point aussi où très vite, on va être obligé de gérer du stockage. Le stockage, c'est par exemple, je donne la possibilité à mon utilisateur de stocker des photos, d'enregistrer des photos. Ouais, mais très bien, mais ces photos, ils vont où? Souvent, c'est sur un S3, sur des disques qui sont dédiés. Mais ça, on ne peut pas le faire avec Asura. Et une fois de plus, ma business logic, ça n'envoie pas des mails, quoi. Ça ne fait pas le boulot à ma place sur mon expertise métier. Asura, il ne peut pas le faire. Donc, c'est à moi, en tout cas, de coder ça. Ce qui, au final, moi, je trouve plutôt intéressante parce que je vais me concentrer sur ce qui a de la valeur. Sur ce qui a de la valeur, c'est ma business logic, c'est mon métier, c'est répondre aux problèmes. Et ce n'est pas me taper le énième CRUD, encore un autre, et un autre, et un autre. Ça a peu de valeur ajoutée, quoi. Et en plus, je suis intimement convaincu que les mecs de Asura, où il y a une communauté de fous, ils ont fait un boulot qui sera plus qualitatif que ce que je peux faire moi, même si je suis bien motivé et si je suis super bon. À la fin, ça sera toujours meilleur que ce que je peux faire. Donc, autant se concentrer sur là où il y a de la valeur. Mais du coup, il y a Enost pour ça. Hashtag, je ne suis pas sponsorisé par Enost, même si c'est un super service. Et qu'est-ce que fait Enost? En fait, ils viennent injecter Asura dans une solution globale où ils vont gérer l'authentification pour nous. Ils vont nous donner accès à une DB.
ils vont faire du stockage, ils vont automatiquement gérer la partie stockage qui est déléguée sur un S3. S3, c'est l'objet, la gestion des disques durs, des objets chez Amazon. Et il va me donner accès à des fonctions serverless. Fonctions serverless pour faire ma logique. Excellent. J'ai donc une solution globale. Et c'est là où ça commence à être plutôt pas mal. Et Nost, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce que je vous ai montré vite fait tout à l'heure. Là, je vais avoir mon projet. Je vais avoir ma database où je vais pouvoir naviguer dans ma base de données. Je vais avoir mon petit GraphQL où là, je vais pouvoir construire mes queries pour les tester et pour gérer tout ça. Et je vais avoir mon authentification. Donc là, j'ai tous mes users. Sauf que là, en 3 clics, je vais pouvoir faire du sign by Google, sign by GitHub, by LinkedIn. Là, je fais enable, hop, je rentre mes tokens et chaque boom, ça fait des chocs à pic. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais définir ici, en fait, tous les rôles qui sont possibles et ça va me les injecter dans mes tokens, dans mon JWT. Et sur la partie premium, je vais pouvoir mettre moi-même mes SMTP. SMTP, c'est le protocole pour envoyer des emails. Donc, je vais mettre mon propre service. Comme ça, ça passe par mes propres services. Et j'ai mon stockage. Et ça, en fait, c'est empaqueté et packagé plutôt bien. Et pour le coup, l'équipe est super cool, ils sont super sympas. Et voilà. Hop. Pardon ? Les sous pour ça, ça coûte cher Eh bien, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Vite fait. Là, vite fait, ça, c'est des fonctions as a service donc, que tu peux appeler avec un endpoint classique. Et ce qui est super bien, c'est que tu vas pouvoir gérer tous tes déploiements. En clair, quand tu dev en local, tu fais deploy. Je ne sais pas si vous utilisez déjà des PaaS, des plateformes as a service, où en fait, tu fais ton appli et tu fais git push Heroku, par exemple, master. Et ça vient prendre ton appli, ça la met sur Heroku, ça pop, il te donne l'URL, boom, c'est terminé. Et donc, comme tu dis, ça fait des chocs à pic. Et en fait, alors ça ne convient pas à tout le monde parce que parfois, on a besoin d'avoir un niveau de granularité. Moi, je veux contrôler toutes mes machines, machin. Mais selon le scope du projet, parfois, c'est intéressant. Et pour des petites équipes, en tout cas, on vient déléguer à des mecs qui font que ça et ils font ça beaucoup mieux que nous, quoi. Yes. Et donc, c'était Nost qui vient solutionner beaucoup de problèmes. À savoir que tous les problèmes que Nost a résolus, vous pouvez les résoudre aussi de votre côté de manière totalement autonome. Hein. Ce n'est pas l'objectif. Et je vous ai déjà montré Nost. Et je vous remercie. Je vous propose de, peut-être si vous avez des questions sur le fonctionnement de Hasura, peut-être que ce n'était pas super clair, ou des questionnements, des interrogations. Je n'ai pas répondu à ta question sur le prix en plus, excuse-moi. Ouais, et c'est pas si cher que ça au départ. Le premier level est à $25 par mois, je crois. Et après, en fait, tu passes sur un système enterprise. Et donc là, c'est au volume. Donc, ce qui, moi, dans ma vision du truc, plutôt faire, quoi. Parce que si tu ne consommes pas, tu ne payes pas beaucoup. Plus tu consommes, plus tu fais du business. Donc, ça veut dire que plus tu es prêt à payer. Vous pouvez retrouver les slides au cas où. Ouais, oui. En fait, toi, tu n'as qu'un seul endpoint qui est ce qu'on te met là. Alors, peut-être qu'on ne voit pas assez. Mais en fait, dans ton client, là, tu vas avoir un seul endpoint. Et c'est lui qui va tout gérer là-dessus. Et tu vas faire ton authentification comme ça. Et tu vas faire tes requêtes GraphQL comme ça. Même si tu peux ne pas utiliser leur propre client, si toi, tu as l'habitude d'utiliser un client GraphQL spécifique Apollo avec toutes tes configs spécifiques, tu vas pouvoir le faire. Par contre, rien que gérer l'authentification,
se faciliter ça, franchement, c'est super. C'est chiant. Et puis, en plus, en termes de sécurité, c'est tout le temps la même chose. Ça évolue tout le temps. Donc, toi, tu es toujours obligé de mettre à jour. Eux, ils font ça et ils font ça plutôt pas mal. Et si vous parlez de tarifs, c'est 25 $ et après tu vois selon les quantités de données que tu brasses et toutes les infos. Yes? Peut-être des questions? Alors, est-ce que tu as déjà utilisé une API GraphQL ou pas? Ok. Alors en fait, vu que l'API GraphQL elle est typée, en fait, tu ne pourras pas envoyer de la donnée si l'utilisateur, pour X raison, il a tapé un chiffre, sauf que dans la query, en fait, sur GraphQL, c'est une string, ça ne va pas passer. Donc la requête, en fait, elle ne va même pas arriver à Sura, elle va dire, écoute, là, ce que tu m'envoies, c'est pas propre. Moi, je t'ai demandé un string, toi, tu me balances un chiffre, ça passe pas. Ouais, mais ça c'est vraiment basique. Mais une regex, il y a des moments où il faut mettre une regex. Ouais, mais ça, en fait, c'est pas Asura qui va le gérer. C'est toi, dans ton client, ou qui va faire le taf pour être sûr que la donnée qui rentre dans Asura est propre. Mais de toute façon… La validation côté client. De quoi? La validation côté client. Bah ouais. Bien sûr, elle doit être faite côté client et serveur. Serveur. Ouais, côté serveur. Par contre, tu vas pouvoir le faire. Alors, je vais revenir là-dessus. Si vraiment tu veux être super propre, tu vas faire ton action. Quand ça rentre dans Asura, tu vas aller faire ta validation de données sur ton endpoint avec ta regex hyper complexe, machin. Et soit tu dis je rejecte ou j'enregistre. Mais tu as des actions qui sont spécifiques et qui sont faites pour ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Yes. Parfait. Et par contre, tu as déjà une grosse validation que tu vas pouvoir faire en amont parce que la méthode que tu utilises pour envoyer de la donnée va être typée. Tu peux en fait, après c'est un service qui est orchestré comme les autres, quoi, tu vois. Donc là pour le coup tu vas pas gérer ça côté Asura, tu vas gérer ça vraiment au moment de ton DevOps. Comment est-ce que tu fais cette migration en même temps, avant, après? Voilà, ça après c'est du DevOps on va dire classique, mais en tout cas tu vas pouvoir versionner et hiérarchiser et travailler en collaboratif avec des branches. Et ça ne va pas marcher parce que là, tu as un conflit de branches. Pour le coup, vu que tout est versionné automatiquement, même si tu as une interface graphique, tout est versionné en code. Donc ce code, en fait, tu vas pouvoir le voir et le versionner sur GitHub, GitLab, que sais-je. Exactement. En fait, vu que c'est schema first, GraphQL, en fait, tu vas pouvoir rapatrier les données de ton schéma et donc tu sais automatiquement ce que tu as le droit ou pas. D'accord, donc il y a un schéma, c'est ça que je demandais. Oui, il y a un schéma. Excuse-moi, alors c'était pas assez clair sans doute. Je me suis mal exprimé, non. Tu vois, et là, tu vois, je vais refetcher le schéma. Pic-pic-pac. Là, j'ai une playlist. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai. Soit je regarde la doc, soit je vais taper P machin. Il va me dire, là, tu as accès à Price, tu as accès à Progress, Is Premium, Sell Force, Sell Price. Et là, je vais construire ma query comme ça. Et donc, je reste dans mon IDE et ça vient auto-compléter et ça part. Et je suis sûr d'avoir les données bien formatées comme je veux. Et ça, après, ça pour le coup, c'est une info GraphQL. Tu vois. La playlist, moi, je trouve ça nul. Je n'ai pas envie d'utiliser playlist. Je vais juste faire liste. Et pour le coup, c'est du JS classique. Je vais renommer playlist en liste. Et donc, quand ça va partir, ça va arriver en tant que liste. Donc, ton bac, il dit ouais, on a fait des mutations, on a fait des choses, tout. Ouais, c'est pas grave, c'est pas gênant. Moi, je change, je renomme ma query et derrière, c'est aussi simple. Et ça, c'est ce qui est super intéressant. Pour le coup, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont travaillé en prod avec GraphQL, mais en fait, souvent, tu as deux équipes qui sont un peu… tu as les backs et les fronts, quoi. Et il dit ah non mais moi je fais que du back, moi je fais que du front. Et tu as le project manager qui est au milieu et qui dit ouais non en fait les gars il faut faire ça, ça marche pas. Ouais c'est pas de ma faute, c'est le back. Ouais c'est pas de ma faute, c'est le front. Non. Là ça marche pas ça. Il y a un schéma au milieu, c'est le contrat entre le back et le front. C'est la méthode où on va échanger les données. Du coup quand je regarde le schéma,
là, je fetch le schéma. La documentation, elle dit que le slug, c'est un string. Toi, tu mets un slug avec un integer. Là, le schéma, il dit integer. Ça veut dire que le contrat qu'on a passé, c'était slug string. Toi, tu me renvoies un integer, fais ton boulot, et voilà. Ce qui permet en fait de pouvoir faker des données, c'est-à-dire que l'un n'est plus tributaire de l'autre. C'est-à-dire que le back-end peut avancer à son rythme et le front-end peut avancer à son rythme. Parce qu'on s'est mis d'accord sur le schéma commun et donc on sait que le schéma, c'est la partie la plus importante du truc. On se met autour de la table, tant que ce n'est pas clair, on ne sort pas de la table ou on continue en tout cas. Le schéma peut évoluer, mais moins on va évoluer et plus ça sera simple d'avancer en fait. Parce que oui, le back est en retard, le front est en retard, machin, ouais, ça t'avance jamais quoi. Que là en fait, les deux peuvent avancer de manière totalement dissociée. C'est plus clair ou pas? Ouais. Parfait, merci. Alors attention, bien différencier le schéma GraphQL du schéma de DB, du data model on va dire. Juste d'arriver avec une base de données en fait. Ouais. Construite. Si tu n'as pas de base de données, Eh bien, c'est pas grave, tu vas la construire avec, je vais créer ma table et soit tu utilises l'interface graphique comme je t'ai montré. Bah, moi, je vais mettre une ID, je vais mettre un nom, je vais mettre tout ça. Ça va construire ma DB et à un moment donné, je vais dire à Asura, OK, tu te plugs sur tel modèle et lui, en fait, il va construire le schéma. Le schéma va construire les API, construire la permission. C'est vraiment de la métaprogrammation. Parce que GraphQL, c'est juste une autre manière de consommer tes données. Exactement. C'est uniquement une substitution de REST, quoi. Tu prends REST, tu changes, tu mets GraphQL. Par contre, la manière dont les données vont s'échanger, bah, ça change un petit peu. Par contre, la fonction, c'est toujours d'échanger des données entre le serveur et le client. Aussi simple que ça. C'est un autre paradigme, mais ça amène d'autres problèmes et tout ça, mais c'est une autre manière. En tout cas, c'est vraiment client first et c'est là où c'est intéressant. Et c'est en ça où je dis front is the new back, parce que tu récupères le pouvoir. Les erreurs en GraphQL, au départ, c'est la merde. Parce que, écoute bien, tu n'as que des 200. tout se passe bien. C'est parfait. Pas de 500, pas de problème. Et oui, en fait, tu peux mettre des stratégies pour en fait amener de la customisation dans ton type de réponse. Et donc souvent, en fait, tu vas avoir une implémentation où tu vas avoir les data et error, en fait. Ce qui veut dire que dans l'objet que tu vas récupérer, tu as data error. Et en fait, si ton erreur est nulle, bah, ça veut dire que c'est bon. Et si tes datas sont complétées, bah, ça veut dire que c'est bon. Donc en fait, c'est à toi côté front en fait, de récupérer l'information. Si j'ai une erreur, je catch ça. Si j'ai pas l'erreur, bah, tu vois. Donc en fait, ça change un petit peu la logique, si tu veux, mais tu as toujours des solutions. En fait, le problème que tu as déjà eu, il y a déjà des gens qui l'ont déjà résolu. Et donc, néanmoins, ça t'oblige à changer un petit peu ton paradigme et ta façon de faire. Ouais. Mais par contre, souvent, tu vois, un exemple typique, une 404, je ne vais pas la donner. Ou une 401, tu n'es pas autorisé. Bah, c'est la propriété, peut-être que tu ne vas pas afficher de la même manière si tu es sur un desktop ou sur un mobile. Par contre, qui est en charge de faire cette différenciation? Moi, dans mon schéma, ça serait plutôt la partie front qui va réagir différemment sur une 404. Donc, la délégation du pouvoir, elle revient au front, non pas au back. Au back, tu dis, tu me demandes de l'information, tes droits ne te le permettent pas. C'est une 401. C'est tout. Après, c'est à toi d'interpréter, de dire, OK, là, tu n'as pas le droit. Après, peut-être que ça change ta manière de faire. Peut-être un objet error. Oui, par contre, en fait, dans ton objet error, tu vas dire, tu vois, status 401, message, blablabla, blabla, tu vois, tu peux customiser. Alors, tu vas pouvoir le customiser en fait sur des trucs classiques, type tu n'as pas le droit sur un modèle, bah, tu n'as pas les accès. Ça sera clairement explicite, vous n'avez pas les permissions requises. Et après, si toi, tu as mis un business logic spécifique, bah, c'est à toi de le custom, quoi. Mais sinon, en fait, si tu n'as pas les droits pour demander un champ, il va te dire
tu n'as pas les droits pour définir ce champ-là. Et pour le coup, les messages d'erreur sont super explicites. Ouais. Cache, ça, c'est peut-être pas- Parce que le cache est inversé en GraphQL. C'est un problème aussi. Parce que vu que c'est le client qui demande, bah, comment tu peux valider et invalider le cache vu que c'est le client qui demande? Tu peux pas savoir. Donc ça amène d'autres problèmes. Mais de toute façon, le cache, c'est la merde. Si on fait court, c'est tout le temps la merde. Donc, mais il y a des solutions où en fait, ils viennent temporiser les requêtes. Et Asura a un système de directives GraphQL où tu vas pouvoir mettre en cache une requête pour un certain nombre de temps. Elle sera invalidée au bout d'un certain temps. Et il y a des solutions qui existent. Sans avoir à appeler des endpoints Alors, HTTP. oui, idéalement, moi je sais pas, je suis pas PO chez Asura, mais en fait, je pense que le paradigme qu'ils ont pris ne tend pas vers ça. Je pense que justement, eux, ils veulent être totalement agnostiques parce que bah, si ta business logic elle est en Go, parce que nous on a une culture Go, bah, tu fais ça en Go, tu gères. Nous, en tout cas dans la vision que j'ai de Asura, eux, ils veulent être les trois choses que je t'ai dit, quoi. C'est-à-dire l'autorisation, l'API Gateway et l'ORM. Et ils veulent faire que ça, ils veulent faire plutôt bien le faire. Et en tout cas, ils mettent un gros point en ce moment sur vraiment le API Gateway, où en fait, eux, ils veulent faire du mesh, enfin voilà, c'est de l'agrégation de données, quoi. Ils veulent vraiment devenir l'agrégation qui amène une grande fluidité parce que tu vas avoir qu'un seul point d'entrée pour, comme tu disais, ton téléphone, ton web app, peut-être ton IoT, pourquoi pas, tu vois, il y a un capteur qui vient pinguer, qui vient injecter des données, bah, tu vas le traiter directement vers ça, avec ça. Et tu n'as qu'un seul endpoint à traiter et c'est toi qui gères après ton micro, tout ton écosystème quoi, derrière. Ton API reste, tu parles Exactement. API reste, machin. Exactement. En fait, lui, il va te donner accès à des serverless functions directement dans ton code NHost. Et au moment où ça va déployer, ça va automatiquement créer ce endpoint avec la business logic que tu as incorporée. Ce qui fait que ça te rend ton process un petit peu plus facile. Par contre, tes serverless functions, elles vont être limitées aussi. Tu ne vas pas faire du transcoding de vidéo sur un endpoint serverless. Tu vois, ça n'a pas de sens. Par contre, pour envoyer un mail, bah, c'est parfait. Tu vois. En même temps, Ouais, c'est pas aussi magique que ça quand même. non, Hein. mais j'ai pas dit que C'est c'était pas aussi magique que ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Oui, oui, après, c'est comme tout, c'est à toi de bien définir ton archi. Et peut-être que bah, ces fonctions as a service, tu ne vas pas les utiliser chez NHost. Après, tu vois, moi je fais beaucoup de front. Avec Netlify, c'est super simple. Et maintenant, bah, je peux même faire mon back parce qu'il va interpréter mon back avec du edge au plus près de l'utilisateur. Enfin, en termes d'infrastructure, ça va vachement bouger. Et donc, peut-être que cette fonctionnalité de endpoint, elle n'est pas si avantageuse pour moi. Une fois de plus, ça dépend des use cases, quoi. Il n'y a pas la solution miracle, tu vois. Moi, leur truc de client GraphQL où je passe par NHost, bah, j'aime pas du tout, quoi, parce qu'ils me disent oui, en fait, c'est une surcouche, tout. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère prendre mon micro-client GraphQL que je maîtrise parfaitement, où je viens injecter mon token et basta, ça me suffit largement et je garde une flexibilité. Et bah, les edge, je ne les utilise pas, très bien, mais je vais utiliser une autre partie. Après, c'est à toi de construire ton usage, quoi. Tu dois lui le faire. Non, c'est pas à lui de le faire. Si par exemple tu as une configuration où ta DB elle est en écriture et tu lis uniquement depuis le réplica, tu vois le pattern un peu classique, tu vois où tu enregistres, tu attends que ça soit répliqué et tu lis depuis le réplica. Ça c'est un truc classique. Bah, ça c'est toi qui va le gérer tout seul, quoi. C'est d'ailleurs, c'est au niveau DB. Ouais, c'est au niveau de DB. Les 4 DB en haut, elles sont gérées. Les 4 du bas, elles sont en devenir. Ce que je vous propose, on reste là. Si vous avez d'autres questions, on ouvre les bières et puis on continue à en discuter. Ça marche? Je vous remercie.